Eh ben bonjour déjà. Bonjour. Je te remercie de te prêter au jeu de cette petite interview. Donc je te propose déjà de te présenter. Qui es-tu? Bien, moi je m'appelle William, je suis cofondateur de l'association Avec Plaisir avec mon frère jumeau, Jimmy. Et je suis aussi trésorier de l'association et ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je fais la réflexion historique. Parce que moi l'évocation, on essaie de faire au mieux pour être près de l'historicité de la planète sur les côtés. Ok. Tu fais quoi dans la vie? C'est pas indiscret. Alors, à côté, je suis enseignant au lycée professionnel en histoire géo et français. Avec une dominante histoire, parce que je viens d'histoire, mais je fais également du français. D'où est-ce que ça te vient en fait cette passion pour cette période En fait, ça a commencé avec l'attrait que j'ai toujours eu pour la mythologie, les mondes fantastiques, l'heroic fantasy. Et quand j'étais au collège, j'aimais tout ce qui était en rapport avec la mythologie scandinave, du métal, avec des groupes comme Ensifo et Amon Amarth qui avaient des attraits pour cet univers-là. Et moi, en faisant des recherches sur la mythologie, petit à petit, j'en suis venu à m'intéresser au monde un peu viking et j'ai commencé à faire des fêtes médiévales en tant que visiteur. J'ai aimé et puis un jour, j'ai rencontré un ami qui se lançait dans cet univers-là et je me suis un peu lancé, puis avec mon frère et puis depuis avec lui, il est venu notre passion commune qu'on vit encore. Alors comme j'ai posé du coup à ton frère tout à l'heure, j'imagine que tu as déjà été en Scandinavie. Oui, avec mon frère d'ailleurs. Ouais. Et ça a été quoi ta meilleure expérience en Scandinavie? Quel pays? Alors en fait, on est allé dans 2 pays, la Norvège et le Danemark. Le Danemark c'était intéressant parce que c'était un road trip, on avait plein de places qui étaient sympathiques. Mais vraiment, je pense qu'on a préféré le petit qu'on a fait, c'est-à-dire la Norvège, Vangen, Bergen. En fait, on est passé par un train de nuit au milieu des fjords et on avait envie de s'arrêter tout le temps pour vraiment voir. Au final, on s'est arrêté au milieu d'un fjord et on a dormi dans une sorte de maison communale. On nous a accueillis et on faisait la route dans les fjords avec les cascades qui tombaient jusqu'au village viking tout le matin. Il y avait un lac, un bateau sur lequel on allait. Enfin, c'était La Norvège, je confirme, pour ça c'est magique. Ouais, et on aimerait bien y retourner. Enfin, moi j'aimerais bien y retourner, mais vraiment prendre le temps. Parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait de la magie dans le paysage et on n'a pas eu le temps de s'accaparer toute cette magie. Ouais. J'ai eu exactement le même ressenti. J'avais l'impression que j'allais voir Gandalf et les hobbits traverser la rue. S'il y a de la magie quelque part, elle est en Norvège. Je pense aussi, ouais. Est-ce qu'il y a une idée reçue, un cliché qui te saoule, qui t'énerve sur les Vikings ou les anciens Scandinaves généralement? Sur les anciens Scandinaves et les Vikings. Là, je vais parler en tant qu'historien qui a pu étudier ça à la fac. C'est le côté viking, barbare, sanguinaire. Et en fait, c'est vrai que la plupart des écrits retranscrivent une vision très chrétienne en fait, du viking. Donc forcément, j'imagine un peu, mais ça va être le monstre mangeur d'enfants. On va montrer le barbare sanguinaire, on va pas montrer le côté cultivé, le côté civilisationnel qu'il y a derrière. Parce qu'on ne va pas non plus lancer des fleurs à nos ennemis, mais bien le point de vue. Ouais. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les Souverts, c'est vraiment une culture à part entière. Il y a une culture écrite, pas comme on peut l'avoir en Occident chrétien avec les partenaires, mais il y a une culture écrite, il y a une culture orale, il y a une tradition, il y a une place de la femme qui a une certaine importance pour le ménage. Il y a une orfèvrerie, il y a vraiment une culture. C'est pas des barbares sans. Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il y a une culture. Il faut lire entre les lignes beaucoup en fait des sources pour essayer de les percevoir. Ouais, mais souvent c'est aussi le problème de l'Edda de Snorri. C'est un écrit chrétien qui raconte du paganisme qui ne retranscrit pas vraiment la civilisation, c'est ce problème de ne pas avoir de choses concrètes faites par les Scandinaves et les païens. Oui, des sources vraiment contemporaines. Ouais, il y a forcément une distance, déjà même pour ces contemporains, il y a déjà une distance vraiment par rapport à la réalité faite par le fait que ce soit
un peuple étranger qui est jugé en notre peuple. Et il y a encore une distance temporelle parce qu'au bout de 200 ans, on m'a dit que souvent c'est tradition orale. Et c'est vrai que même en étant contemporain, il n'y a pas beaucoup de gens qui essaient d'être dans l'exactitude historique. On a un écrivain arabe, Ibn Fadlan, qui était le secrétaire de l'ambassadeur du calife de Bagdad en Bulgarie, qui retranscrit les rites des Russes à ce moment-là. Et lui, il essaie vraiment de dire, il a une démarche plus académique. Oui, vraiment. Faut pas le dire, c'est Antonio Banderas. Oui, c'est Antonio Banderas, clairement. Mais il essaie d'avoir une neutralité, de raconter ce qu'il voit sans un jugement, parce que je sens qu'il y a une culture extérieure. Quand il explique qu'il y a un sacrifice qui est fait d'une femme esclave pour rejoindre le chef dans l'au-delà avec la strangulation rituelle, il n'y a pas de jugement. Ouais. Il décrit ce qu'il Il est objectif, quoi. il tend à l'objectivité. Ça, c'est... Est-ce que tu as, on parlait de Leda et de Snorri Sturluson il y a 2 minutes, est-ce que tu as une saga ou un mythe favori qui te parle? Peut-être, je l'ai plus en tête, mais les mythes des origines du monde. Ouais, la création. En fait, ça m'a toujours intéressé parce que je l'étudie aussi, j'enseigne aussi à mes élèves en français, c'est qu'il y a beaucoup de mythes qui tentent d'expliquer le réel. Par exemple, je parle de mythologie grecque, mais Perséphone, Déméter, Déméter a sa fille qui est capturée par Hadès. Ok, 6 mois elle reste aux enfers, 6 mois c'est la saison. 6 mois elle revient, c'est le printemps. Chez Scandinave, j'ai beaucoup aimé cette idée qu'à l'origine de tout, il n'y avait rien. C'était le Ginnungagap. Et il y a 2 mondes qui sont rentrés en collision, Muspelheim, le monde de Le glace, feu et la glace. et Niflheim, le monde de glace. Et leur collision crée des étincelles qui ont créé les étoiles. C'est ça, de génie. Tu vas venir compter à ma place, hein. Ok. Tu connais le concept de la Fulgia? Là, La Fulgia. tu m'aurais dit. Alors, c'est en gros ton animal totem. Ah, Est-ce que tu penses le connaître, du coup? Et si c'est le cas, à ton avis, qu'est-ce que c'est? ouais. Alors c'est vrai que dès le début, je me suis fait appeler William Raffenson, le fils du corbeau. J'ai toujours une attirance pour cet animal. Sans doute un mélange de liberté, de noirceur, de plein de choses. L'intelligence aussi, c'est des oiseaux assez intelligents. Donc le corbeau. Le Je corbeau, reste le fils du corbeau. super. Donc si tu partais en expédition, là, demain, dans ton coffre, tu mets quoi en priorité? C'est-à-dire si j'étais un viking ou aujourd'hui tout de suite? Non, si t'étais un viking. T'es un viking, là, aujourd'hui. Si, alors, qu'est-ce que je prendrais dans mon coffre? Dans mon coffre, je prendrais de quoi faire du feu, de l'amadou, un silex et un briquet. Je prendrais de la viande séchée. Je prendrais de l'eau potable parce qu'en pleine mer, Pas faut pas facile, être ouais. aidé par le fait de saler. Ouais, je prendrais pas de change. Si on est au 10e siècle, je prendrais pas de rechange. Je prendrais une arme, je prendrais mon épée et mon scomasac. Et je prendrais mon frère et mes potes. Parce que c'est des gens en qui je peux avoir confiance et je sais qu'on se protégerait les uns les autres. Et en terre inconnue, il vaut mieux avoir des gens sur qui compter. Imaginons, là, je te parle d'expédition. Quand tu es chez toi, tu fais quoi? C'est quoi ton travail? T'es fermier, t'es forgeron, t'es Alors, bourrelier, je sais c'est pas. vrai que c'est quelque chose que j'ai pas trop réfléchi. En vrai, si tu me le demandes, je suis un marchand. Et je suis un marchand de tapis. Je suis pas un marchand dans le sens noble du terme. C'est-à-dire, je vais trouver un truc, je vais l'acheter, je vais le revendre. Je vais le reprendre, tiens, attends, je le garde, tiens, à côté, pas de trucs de plus. Ça va être plus ça. Et à côté, je bricole un peu parce que j'ai déjà fait un petit peu de forge, j'ai toujours essayé d'être un peu polyvalent. Je fais de la couture, travailler du cuir, travailler du tissu. Je fais du troc et un peu de marché. C'est vrai que je suis pas trop proche des bêtes. Donc, ouais. Une petite polyvalence autour du troc et du corps. Plutôt hache, plutôt épée, plutôt lance, scramasax.
Clairement épais, clairement épais. Alors ça m'est arrivé de me battre avec des sabres type Maguire Avare. C'est vrai que j'ai fait des recherches historiques sur la question. Et je sais que dans la chronique de Nestor, on parle d'un échange de sabres et d'épées entre le peuple avare et le peuple russe à Kiev, qui étaient en conflit. Et j'ai bien aimé me battre avec, mais pour rester sur la Scandinavie, ça va être épais. Épais. Mais toujours un scrum parce que un scrum attack, ça peut permettre quand même de te battre au combat rapproché. Quelqu'un rentre chez toi, paf, t'as pas de temps, l'épée, il faut la lance. Donc un scrum, c'est plus rapide. Donc, la lance, non, je vais me faire tuer, j'y arrive pas. Même question que j'ai posée tout à l'heure à ton frère, du coup, plutôt les Aesir ou les Vanir? Ni l'un ni l'autre et les deux en même temps. C'est-à-dire que on va dire que c'est plus au destin de choisir. J'ai pas vraiment de. Pas de préférence. Ouais, je pourrais vendre mon âme au diable, donc peu importe. La divinité tutélaire qui voudra bien de moi, bah je suis, hein. Je signe. Ok. Qu'est-ce que faire de la reconstite et qu'est-ce que l'intérêt que tu portes à cette période, ça t'a apporté humainement? À la fin de la reconstitution, et encore une fois, je le dis avec non pas une minuscule, mais une minuscule, parce qu'on a toujours des choses à perfectionner et on voit nos erreurs sur l'écran. Ça m'a appris une certaine rigueur, vraiment, que je devais avoir aussi dans mes études, quand je faisais études d'histoire, quand je travaillais sur mes mémoires, etc. C'est à se dire, ben non, ça non, il faut être exact, il faut réussir à trier, réussir à quoi, un peu à se compter la phase mentale, à essayer de se recadrer. Humainement, ça m'a fait faire des rencontres incroyables, des gens super. La plupart de mes amis aujourd'hui, vraiment amis proches, c'est dans le milieu de la reconstruction que je les ai rencontrés, ou du moins qu'on a évolué ensemble. Donc ça me permet ça permet une ouverture d'esprit et puis franchement des très bonnes choses. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute dans ce milieu-là et qui voudrait s'y mettre, quoi? Alors c'est de garder confiance en soi, de ne pas désespérer parce que la première tenue que tu auras, tu vas l'acheter dans 1 an parce que tu seras nul. Mais en fait, il faut se perfectionner, il faut aller au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est assez frustrant parce que quand on commence, on a envie d'avoir tout. On voit les autres avec plein de choses, on a envie d'avoir tout. Il vaut mieux commencer doucement parce que en effet, beaucoup de gens sont bien en roi de Norvège, aussi bien sur les champs de bataille que sur les camps, et c'était pas la réalité des temps. Donc il vaut mieux commencer par un pantalon et une tunique. Les pieds nus, on n'a pas de ceinture, okay. On achète une fois, on se trompe. Le mieux sans doute c'est d'essayer de se... Et ça c'est quelque chose qui est pas facile à faire, c'est de se dire une période, on reste sur printemps. Et on se dit une zone géographique. Même s'il y avait des échanges, etc., c'est d'essayer de se donner cette rigueur-là. Parce que tout de suite on va trouver quelque chose de joli qui se trouve à 500 km de là où on a commencé notre costume. Et c'est tentant de vouloir avoir ce truc de monde. Des fois c'est cohérent, des fois c'est pas cohérent. Donc pour commencer à avoir une rigueur de début, se dire je reste sur une zone, limite je reste sur une tonge et je fais que ça. Et après peut-être avec des connaissances, avec des recherches, on se dit on fait un petit peu le flou et on va acheter ça, parce qu'on aura eu déjà la rigueur de pouvoir dire que ce serait cohérent. Mais d'abord on commence par un truc simple, quitte à faire un esclave. Il vaut mieux un esclave bien fait qu'un roi parodie. Ok. Ok, bah est-ce que tu auras un dernier mot, à rajouter, ou quelque chose que tu auras envie de dire? J'encourage vraiment ceux qui ont toujours hésité à faire la reconstruction, qui sont allés sur les plans de vikings, sur les fêtes médiévales et qui ont hésité à sauter le pas. Parce que c'est vrai que c'est un investissement en temps, en argent, mais ça peut être un investissement moindre. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est bien venu. Quand on n'a pas les moyens, on tient pieds nus au début. Mais avec une tunique, des fois on prête des affaires. En investissement en temps, c'est pas une secte. On peut un week-end dans l'année, ce sera un week-end dans l'année. Parce que ça reste une passion qu'on doit peut-être remettre. Il faut y aller sans pression et vivre sa passion sans pression. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des tensions, il vaut mieux bouger vers un endroit où il n'y a pas de tension. Parce qu'une passion avec des tensions, on se fait régler. Donc j'encourage tous ceux qui hésitent à franchir parce que ça vaut le coup. Ok. Et bah, du coup,
Je remercie monsieur de nous avoir accordé un peu de son temps. Avec plaisir. On a eu les deux frères, Louis Terme. Merci. Et de rien.